Bonjour Guillaume. Bonjour, Pardon, du coup, bonjour Anne. voilà quand même, je te laisse parler. Je t'en prie. Effectivement. Non, parce que j'étais impatiente de te dire effectivement que je suis ravie vraiment que tu m'aies accordé ce temps d'interview sur ce sujet qui me passionne, qui est l'hypersensibilité. Et donc, bien entendu, faire ce lien avec ta spécialité qui sont les neurosciences. Voilà. Eh ben, absolument ravi d'être là et puis d'essayer de partager un petit peu autour de ce sujet qui est ô combien important et sans jeu de mots sensible, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui s'interrogent là-dedans, qui en sentent Oui. l'essence et qui malheureusement restent encore avec beaucoup de questions. Donc on va essayer d'échanger un petit peu autour de tout ça avec grand plaisir. Tout à fait, parce qu'en plus, comme on entend effectivement beaucoup parler, comme toujours avec les réseaux sociaux, ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup effectivement d'acronymes différents. On se demande aujourd'hui si c'est voilà, quelque chose qui est une sorte d'une vue de l'esprit, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de réel derrière, en fait, de rationnel, de cartésien. Et pour les personnes qui sont concernées, c'est quand même vraiment essentiel. On est vraiment là-dedans de savoir l'intérêt des neurosciences, voilà, comment je fonctionne, comment je pense, comment je décide, comment je ressens. Voilà. Alors, je te propose, je vais faire une sorte de ma définition, entre guillemets, d'hypersensibilité. Et puis, toi, tu vas me dire, effectivement, comment tu lis ça avec les neurosciences. On va démarrer par la base, d'accord? Avec plaisir. Je suis tout oui. Alors, pour moi, effectivement, l'hypersensibilité, alors déjà, j'aime bien préciser en disant que c'est plutôt hautement sensible, parce qu'en fait, ça vient de l'anglais qui était highly sensitive, Mhm. et qui veut dire en fait hautement sensible et non hypersensible. Hypersensible rajoutant encore une connotation d'excès, qui Mhm. est en fait encore un peu compliqué pour les personnes qui se reconnaissent là-dedans. Donc, en fait, c'est d'avoir tous nos sens, en fait, nos systèmes sensoriels qui ont des perceptions exacerbées, que ce soit dans toutes les portes d'entrée, hein, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, bien sûr. Avoir voilà, être extrêmement sensible à ça. Donc, à tout ce que le monde extérieur et toutes ces sensations viennent vraiment être très, très, voilà, sont très, très importantes. Et à côté de ça, mais bon, en même temps, c'est lié, c'est avoir un niveau d'émotion aussi, effectivement, très forte, hein, qui peuvent aussi, bon, en fait, un peu le yo-yo. Et bon, voilà, et savoir comment on va donc gérer, voilà, on va dire, cette hypersensibilité et ces émotions. Alors, est-ce que tout ça, ça parle en termes de neurosciences? Non, pas du tout. Ouais, à bientôt. Non, je plaisante. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, ce qui est important, c'est que cette, euh, cette haute sensibilité, elle peut venir de plein de choses en réalité. Dans notre cerveau, on a énormément de mécanismes. euh, et ce sont des mécanismes en chaîne, notamment avec des boucles de rétroaction. Donc, ça démultiplie encore un peu plus les flux, avec plein d'étapes. Et dans la haute sensibilité, eh bien, ça peut provenir pratiquement de chaque maillon qui vont fonctionner un petit peu différemment, des compositions différentes. Donc, parler des personnes à haute sensibilité, en fait, c'est parler d'un panel de pluralité de formes absolument gigantesque. Mais par contre, est-ce qu'il y a une réalité derrière? Oui, tout à fait. Par contre, il y a bel et bien une réalité. Après, pour comprendre un petit peu cette haute sensibilité, il faut juste revenir un peu sur un schéma de base. C'est que, alors moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que nous sommes des organismes vivants, doués de la faculté de mouvement, qui devons en permanence nous adapter à des environnements en perpétuel changement. Et donc, effectivement, déjà, pour s'adapter à des environnements, eh ben, il faut les percevoir, ces environnements. Donc, tout à l'heure, tu as fait référence au sens, donc toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, sachant qu'on en a un peu plus, hein, qui sont reconnus maintenant officiellement par la science, comme la thermoperception, la proprioperception, l'équilibroperception, etc. Donc, tout ça, ce sont des informations qui nous proviennent de notre environnement. Un sens, c'est quoi? C'est un récepteur. Et puis, lorsqu'il y a une information qui correspond à la nature du récepteur, eh bien, pouf, on a une impulsion électrique qui est générée et qui est portée à notre cerveau. Et notre cerveau en perçoit à peu près 11 millions d'unités chaque Mhm. seconde. Donc ça, qu'on soit à haute sensibilité ou pas, on a à peu près tous 11 millions d'unités d'information, à peu près, qui sont perçues par notre corps. Donc finalement, l'hypersensibilité, ce ne serait pas une hyperstimulation des sens. Ça va plutôt se jouer vraiment entre nos deux oreilles. C'est-à-dire dans tous ces flux qui arrivent, eh bien, comment est-ce que mon cerveau va traiter ces flux? Notre cerveau, il faut juste imaginer qu'il reçoit juste un peu comme en informatique, des zéros et des 1, des bits d'information. Eh bien, il va bien falloir en faire quelque chose. Donc déjà, dans l'hypersensibilité ou dans la haute sensibilité, c'est vrai que je préfère le terme de haute sensibilité. Euh, le,
la façon dont les flux sont traités peuvent être plus nombreux, plus denses, traiter plus d'informations ou l'amener avec plus de nuances, de subtilité, etc. Donc, ce sont des aires corticales. Donc, des aires corticales, c'est on dit des petits bouts de cerveau qui sont spécialisés dans le traitement de certains flux. Le plus simple, généralement, pour le comprendre, c'est la vue. La vue, on perçoit à peu près 10 millions d'unités d'information visuelle chaque seconde. Et ça va être porté majoritairement dans la partie occipitale qui est derrière, dans notre cerveau. Et là, il va y avoir 26 aires corticales primaires, c'est-à-dire qu'il y a 26 aires qui sont spécialisées dans le traitement de certains types d'informations. Mhm. Et ensuite, chaque aire, donc, par exemple, tu as une aire qui va traiter les lignes droites, une aire qui va traiter la couleur, une autre qui va traiter la brillance, une autre le contraste, etc., etc. Dans la haute sensibilité, on va avoir ces aires-là, haute sensibilité visuelle cette fois-ci, on va avoir un hyper-développement de ces aires corticales, de ces fonctions-là du cerveau qui vont générer beaucoup d'informations et beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances. Ok. Donc, dans le traitement de l'information à la base, déjà, certaines personnes peuvent avoir une augmentation de la sensibilité dans la capacité à traiter les informations. Ça, c'est le premier niveau. Après, ce n'est pas le tout d'avoir traité les informations, il faut les recombiner entre elles. Mhm. On appelle les aires associatives. Donc, on va recombiner toutes ces informations pour créer une unité perçue. Donc, par exemple, tiens, j'ai un verre d'eau. Eh bien, toutes les aires visuelles qui vont être engagées primaires pour avoir la couleur, la brillance, la forme, le mouvement, etc., donc combinées et vont me créer l'unité verre d'eau. Okay. Mhm. Ensuite, cette unité, elle va être identifiée dans nos mémoires. Et là, notre cerveau peut avoir la capacité, donc va aller chercher mémoire sémantique, épisodique, etc., plein de formes de Mhm. mémoire, partout où est-ce que ce verre d'eau est apparu dans ma vie et peuvent me fournir des informations dessus. Mhm. Donc là, ça va être une haute sensibilité mnésique. Il y a la mémoire. Donc certaines personnes ont une capacité à aller explorer les mémoires de façon très très importante. Et donc du coup, faire remonter plus d'informations par rapport à ce qui a été perçu. Quand on fait remonter plus d'informations, il y a encore plus de choses à traiter. Okay. En soi qu'on a traité tout ça, notre cerveau va devoir lui affecter de la valeur. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et quand c'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau va se mettre dans des micro-sirènes, micro-systèmes d'alerte, notamment système amygdalien, etc., qui vont produire en nous un ressenti plutôt aversif. Mhm. Ce ressenti aversif, c'est ce qui est à l'origine de ce qu'on appelle les émotions dites négatives. Non pas qu'elles sont négatives parce que ce sont des émotions qui ne devraient pas être. Si, toutes les émotions sont à prendre, elles sont importantes, elles nous informent. Mhm. Mais on les appelle négatives parce qu'elles produisent en nous une sensation aversive, un ressenti physiologique aversif qu'on conscientise et qu'on appelle émotion. À l'inverse, quand quelque chose est bon pour nous, il va y avoir pareil, des libérations de certains neurotransmetteurs, neurohormones, comme la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, etc., qui vont produire en nous un ressenti physiologique positif, qui est Mhm. donc à l'origine de ce qu'on appelle les émotions positives. Comme on l'a vu avant, il y a des personnes qui vont traiter plus d'informations perçues, plus d'informations mnésiques, donc encore plus d'informations, et tout ça descend dans le système limbique. Et donc, ça intensifie les effets émotionnels, les ressentis émotionnels. Okay. Ok. Donc, dans l'attention, dans les ressentis Mhm. physiologiques, certaines personnes vont dire qu'il y a certaines personnes qui vont être capables de conscientiser les émotions, c'est-à-dire de faire reporter à leur conscience, de ramener à la conscience ce qu'ils ressentent. On a souvent tendance à les appeler les hypersensitifs. Donc là, la personne a haute sensibilité, mais qui vont le traduire par un ressenti physiologique. Encore une Mhm. fois de plus, tous les flux ont été intensifiés à différents niveaux, potentiellement à certains niveaux, donc un ressenti physiologique plus fort. D'autres personnes, à l'inverse, comme l'intensité est trop forte, vont faire exprès de faire un barrage. Ils vont Mhm. bloquer ce ressenti-là. C'est même pas mal. J'avancerai coûte que coûte. Et qui nécessite de se blinder. Quand on dit que les gens se Mhm. blindent, souvent c'est ça qui se passe, c'est qu'ils coupent la conscientisation des ressentis physio. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été déclenchés. Mhm. Juste dire qu'on ne le porte pas à la conscience. Donc c'est pour ça que quand on me dit, par exemple, les personnes à haute sensibilité sont des hyper émotifs, oui et non. Parce que certains vont avoir ce réflexe de Absolument. barrage. Donc, c'est pour ça que c'est pas toujours évident de réussir à identifier par ce biais-là. Alors, tu as abordé plein de sujets sur lesquels j'avais plein de questions, donc c'est parfait. Alors, je reviens quand même
sur la première partie, parce qu'effectivement, c'est toujours aussi très important pour moi de dire qu'en fait, on ne va pas enfin, même si on se sent hypersensible et si on l'est, ça ne veut pas dire qu'on a une étiquette, en fait. Voilà, je suis hypersensible, donc, et comme si tous les hypersensibles étaient les mêmes personnes. Voilà, on est tous différents, d'ailleurs, des hypersensibles introvertis, des extravertis, comme tu viens de le dire aussi. Effectivement, on a chacun notre façon, on va dire, de réagir par rapport à toutes ces impulsions et toutes ces émotions et toutes ces sensations. Et donc, voilà, bien entendu. Moi, je voulais revenir déjà sur cette première partie où tu dis effectivement, alors je vais reprendre quelque chose sur tout ce qui est porté à notre attention, en fait, hein, et je vais reprendre une de tes phrases que j'aime bien sur la saillance attentionnelle, en fait. Et se dire, effectivement, donc tu dis que l'attention, c'est la focalisation sur les éléments privilégiés dans la masse de toutes les perceptions de nos processus mentaux qui ont été dignes d'intérêt pour être singularisée et portée à notre conscience. Donc, elle détermine la perception du monde, de l'extérieur que nous en avons. Alors, est-ce à dire qu'en fait, si on est très sensible, hautement sensible, ça veut dire que en fait, notre saillance attentionnelle est plus exacerbée quelque part, puisque comme tu l'as expliqué d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle nous apporte peut-être plus d'éléments qui sont portés à notre conscience et qu'on va avoir plus d'éléments à traiter en fait. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça? Alors, déjà, je dois rendre à César ce qui lui appartient. La définition de l'attention que tu as donnée, effectivement, je l'utilise énormément, mais c'est la définition de Jean-Philippe Lachaud, qui est un neurologue contemporain qui bosse au CNRS, qui fait des travaux fantastiques sur l'attention. Mais donc, c'est bien sa définition à lui. Euh, Après, sur la science attentionnelle, effectivement, donc, comme on l'avait dit juste avant, là, on a 11 millions d'unités perçues chaque seconde par nos sens, mais il n'y en aura que 2000 qui seront portées à notre conscience. Donc, euh, c'est ce qui va nous permettre de créer la représentation de ce que l'on a perçu. On ne joue pas vraiment sur plus de 2000. On a à peu près tous 2000 unités d'information qui conçoit. Ça, c'est une limite neurologique. En revanche, c'est dans la façon, déjà dans la sélection, parce qu'on passe quand même de 11 millions à 2000, donc déjà dans la sélection des informations qu'on va retenir, bah, effectivement, les personnes qui ont une plus haute sensibilité ne vont pas affecter la même valeur aux choses, pas de la même façon, et donc déjà ce filtre peut être déjà différent. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est pas le tout de porter 2000 unités d'information à notre cerveau, c'est qu'il va falloir les combiner entre elles. C'est-à-dire que, bah, par exemple, pour certains, oui, bah, c'est un verre d'eau, quoi. Point. Tu as un verre avec de l'eau que tu bois, c'est un verre d'eau. Combinaison relativement simple des éléments. Ouais. Un verre, de l'eau, une fonction. Poum. Ou alors, on peut venir combiner ces éléments-là de façon plurielle, de plein de façons différentes. Et là, effectivement, on commence à rentrer dans une autre sensibilité un peu plus importante, dans la sensibilité de combiner les éléments singularisés entre eux. En gros, ce que tu as derrière moi, la façon dont on va combiner les points. Eh bien, pour un autre, bah, ce ne sera plus un verre d'eau, ça sera plus, pas que un verre d'eau d'ailleurs, ça sera aussi un vase, un récipient, un indicateur de pluviométrie, etc., 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 qui pourrait y voir plein de choses. Ça peut être, voilà, dans toute la richesse de combinaison des unités, ben, on va pouvoir se créer une grande richesse de représentation. Et est-ce que ça serait pas, alors je vais faire très hypersensible, moi, est-ce que ton verre d'eau, ça serait pas aussi un verre, mais qui en fait, sur lequel il y avait effectivement quelques lettres écrites en jaune et en noir. Et puis ce verre, je m'en souviens parce qu'en fait, Guillaume, il a toujours ce verre dans tous ses interviews. Et donc en fait, c'est le même qui se répète. Et puis c'est un verre parce que je sais que chez lui, enfin voilà, et c'est ce côté dans l'hypersensibilité, ce que je vois souvent, on dit souvent aussi par rapport à notre mode de pensée, qu'il y a une pensée en arborescence plutôt qu'être très linéaire. Et donc, effectivement, d'aller chercher, alors c'est ce que tu dis, c'est par rapport à la valeur qu'on a pu mettre sur toutes les perceptions qu'on a, donc d'aller chercher ici et là toutes sortes d'éléments pour effectivement après en ressortir une représentation, la nôtre, quoi, en fait. Est-ce que... On est à fond là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une autre phrase que j'aime beaucoup qui dit que l'individu se crée du sens dans un tout cohérent qui le tient. Et toute la complexité, c'est de créer cette cohérence. Parce que pour le coup, les personnes à haute sensibilité, comme tu l'as dit, par exemple, tu me fais réaliser qu'effectivement, je l'ai quasiment tout le temps ce verre d'eau. Et Alors, là, moi, sachant que j'avais zappé. là j'ai inventé quand même, hein. Ah Mais bah, c'est le une pire, bonne idée. mais le Mais je pire, suis c'est qu'en plus, je convaincue. l'ai tout le temps. J'en ai deux, trois comme ça que j'ai tout le temps avec moi. Mais tu vois, c'est d'aller chercher plein d'éléments dans les mémoires, d'être capable d'aller Oui. chercher de plein de choses de façon épisodique dans les différentes mémoires C'est épisodiques, ça. dans les différentes mémoires perceptives, dans les mémoires sémantiques. Et donc, c'est la richesse de tous ces éléments-là
qu'on doit pouvoir intégrer dans un tout cohérent qui nous tient. Oui. C'est-à-dire créer une représentation cohérente du sens, en fait, dans tous ces éléments singularisés pour venir les combiner d'une certaine manière. Plus il y Mhm. a d'éléments, Mhm. plus c'est compliqué. C'est Guermont qui avait écrit sur la complexité. Penser le complexe, fantastique, absolument Oui. fantastique. La méthode, mais c'est bien ça le truc, c'est le complexe. Et le complexe va générer énormément d'efforts cognitifs. Et plus on est capable plus on va intégrer d'éléments dedans, plus on risque de faire apparaître ce qu'on appelle des ruptures de cohérence. Mhm. Tout à fait. Et au bout d'un moment, être un petit peu perdu. Alors, en plus, dans les modalités, dans la façon que l'on va construire, qu'on va utiliser pour construire nos représentations, bah, tu l'as déjà un peu évoqué, tu peux avoir une pensée très linéaire, très cause-effet, et puis on va en Mhm. ligne droite, un verre, de l'eau, une bouche, un verre d'eau, c'est fait pour boire. Ou alors en arbo, on reste en 2D, mais on commence à ouvrir des possibilités. Voir en arbo qui reboucle sur elle-même avec des boucles de Mhm. rétroaction. Donc, tu as une branche d'arbre qui vient reboucler avec une autre branche d'arbre, etc. Donc, ça complexifie encore les schémas. Tu peux avoir plusieurs arbos en parallèle. Tout ça sous le champ du langage. Mhm. Ou alors, on peut aller encore plus loin, penser non plus en arbo, mais en 3 dimensions, ce que tu as derrière. Mhm. Et donc, c'est encore une autre façon de singulariser. Tu peux avoir de l'intrication. Par exemple, tout le schéma que tu as derrière moi, bah, imagine qu'il peut être enfermé dans un point et que chacun des points reboucle son propre schéma. Tu peux y rajouter une 4e dimension qui est le temps. Et donc, on peut, quand tu regardes le ciel, par exemple, on voit en 4 dimensions, parce que la source de lumière n'est pas partie du même moment. Donc, on a Mhm. plusieurs notions de temps quand on regarde le ciel. Donc, on peut faire la même chose dans ce type de construction, et puis on peut la sortir du langage. C'est-à-dire qu'on peut penser en dehors du verbe, mais utiliser des modalités perceptives. Donc, tu vois que dans toutes ces formes de construction de représentation, on part de la plus simple Mhm. à la plus complexe en fonction de la sensibilité de l'individu, la capacité que va avoir l'individu à combiner de façon singulière ces flux. Ok, je comprends. Alors, tout ça reste très complexe. Je précise que quand tu dis arbo, ça veut dire arborescence, hein, Oui, arborescence, oui, tout à fait, pour ceux l'arbo. qui Pardon. nous écoutent. Alors, ça me mène à deux questions en fait importantes. C'est que dans la personnalité, en fait, hein, parce que ce qui m'intéresse, moi, de mon point de vue, c'est aussi ben, comment en fait faire en sorte que ces personnes hautement sensibles vivent au mieux. Alors déjà perçoivent leur situation, mais le vivent au mieux et ne se sentent pas tellement, je dirais, en désaccord avec le reste du monde. Alors déjà, il y a une première chose, c'est que si on a toutes ces perceptions et puis voilà toute cette façon de pouvoir aller chercher donc notre représentation avec tous ces éléments-là, est-ce à dire que du coup ça va influer effectivement sur notre système nerveux autonome qui va être d'autant plus sollicité, sursollicité et donc être effectivement avec du cortisol, de la noradrénaline et avoir mais voilà, à un moment donné, une difficulté je dirais, rester serein pour le moins. Il peut de temps en temps y avoir des types tics nerveux qui peuvent apparaître par sursollicitation, effectivement. En fait, l'effort cognitif, donc ça nécessite un effort. Plus on essaye de se représenter le complexe et toute la diversité des formes, plus notre cerveau est sollicité. Plus il est sollicité, plus il nous faut quand même un système de régulation hein, pour pas faire n'importe quoi. Donc, en même temps qu'il va être sollicité, c'est la notion d'effort qui apparaît dans notre cerveau. L'effort dans notre cerveau, c'est ce qu'on appelle ressources à fournir sur ressources disponibles. Plus on va être épuisé, moins on a de ressources disponibles. Par contre, la ressource à fournir reste la même. Et la conséquence de ça, c'est de la production de ce qu'on appelle d'adrénaline, noradrénaline et de cortisol dans notre organisme. Ça va servir à la fois à venir mobiliser l'énergie, le cortisol va nous permettre de mobiliser l'énergie dont on a besoin, et la noradrénaline et l'adrénaline a créé la noradrénaline, l'aversion dans le système nerveux central, qu'au bout d'un moment, ça devient aversif. C'est pour ça que des fois, les personnes saturent, elles en ont marre. Elles voudraient juste que ce soit simple, une bonne fois pour toutes. Et donc, Oui. ça vient de cette aversion, en fait, à la libération. Et l'adrénaline va stimuler notre organisme pour pouvoir faire face à cette tâche, à cette adaptation-là. Donc, c'est vrai que plus on intensifie les flux, plus on peut avoir tendance à s'épuiser. Et plus on s'épuise, moins on a de ressources. Moins on a de ressources, plus l'effort est intensif. Et c'est une boucle.
C'est pour ça que souvent on dit qu'effectivement les hypersensibles, ou HSP comme on dit souvent, se ressentent submergés. Alors forcément, puisqu'ils ont beaucoup de sollicitations, qu'à un moment donné, mais ils ne savent plus comment arriver à traiter tout ce flot et arriver à en faire une représentation qui soit cohérente, etc. Alors du coup, est-ce qu'on a besoin, est-ce que ça veut dire que c'est des personnes qui doivent avoir d'autant plus conscience de la nécessité pour elles d'activer leur dose et d'aller savoir, aller chercher, je dirais, alors peut-être plus que la normale, parce qu'en fait, être hautement sensible, ça voudrait dire qu'il y a une normalité, Normalité. une normalité, on ne va pas dire normalité, on va Ouais, dire un c'est ça. standard qui est une moyenne plutôt, et Ouais. puis on est voilà, plus sensible au-dessus de cette moyenne et qu'il faut donc aller chercher, savoir avoir cette dose pour donc de dopamine, d'ocytocine, selon ce qui nous, sérotonine, selon à quoi on marche, mais être plus vigilant peut-être d'aller chercher ça. Est-ce que Ben, c'est quelque chose que tu... pour apprendre à vivre avec ces particularités-là, euh, il y a plusieurs choses. On est obligé de mettre un nom sur des choses parce que c'est ce qui nous permet de communiquer, d'échanger les uns avec les autres. Mais déjà ne pas se laisser enfermer par une étiquette. Ça, c'est la première chose. On l'a dit tout à l'heure, les personnes à haute sensibilité, on voit bien, et encore là, on a juste esquissé rapidement les différentes formes de haute sensibilité qu'il peut y avoir, mais chacune d'entre elles referme des mondes à part. Donc, Ça ne chaque définit personne pas va... notre personnalité. C'est ça, exactement. Voilà, hein, il y a autant de... Tout à fait. Il y a une individualité, il y a une singularité en chacun qui est essentielle. L'étiquette sert juste à nommer, grosso modo, le sujet qu'on cherche à aborder. Et donc, pour pouvoir déjà vivre avec ça, c'est simplement, enfin, quand je dis ça, mais en fait, c'est juste apprendre à vivre avec soi-même. C'est de ne pas essayer de correspondre à un standard, à une norme, à une moyenne. On vit tous avec notre particularité. Donc, en fait, c'est surtout d'apprendre à découvrir comment on fonctionne soi, sans forcément aller le comparer avec comment fonctionne quelqu'un d'autre. Parce que sinon, on va créer un écart. Et en créant cet écart, on va créer justement des ruptures de cohérence. Ça, pour moi, c'est la première chose qui est hyper importante, c'est juste apprendre à vivre, à comprendre qui on est, comment on fonctionne. Soi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. C'est d'ailleurs un peu l'objet de cet entretien, en fait, hein. C'est bien de valider, en fait, que ça existe et que, quelque part, on n'est pas anormal, parce que c'est quand même souvent le fait des autres personnes hautement sensibles, parce que tu sais bien qu'on a tous un besoin de se reconnaître dans le groupe, de se reconnaître dans l'autre, enfin, dans certains, et que le problème hypersensible, c'est qu'il se reconnaît très peu, Hmm. très rarement. Donc, du coup, il passe son temps à essayer de s'adapter, ok, mais en fait, tout en étant, du coup, en s'éloignant de ce qu'il est réellement, et comme tu viens de dire, alors qu'il faut essayer de le rester, pas toujours évident dans un monde qui valorise pas forcément la différence. Oui, complètement. C'est la... Mais justement, valoriser la différence. Et pour moi, c'est exactement l'inverse. Il ne faut pas valoriser la différence. Il faut considérer que chacun, par définition, est différent. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de parler de cette... le mot différence, en fait, est forcément une comparaison entre deux individus. Alors que si on accepte l'idée que chacun est unique en soi, donc par définition, on est tous différents, Enfin, on sans plus évite cette loin. tension. Voilà, on évite cet état de Absolument. tension. Après, le deuxième point, c'est que dans ce mode de fonctionnement qui est le sien, le fait aussi d'accepter de ne pas y mettre une étiquette permet de prendre pleinement la responsabilité de qui on est. Parce que l'étiquette a ce côté pansement, rassurant. Ah, c'est parce que je suis comme ça. Et donc, ce n'est pas de ma responsabilité, c'est parce que je suis comme ça. Ça peut être un piège assez classique. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a contacté il y a encore pas très très longtemps, il y a peut-être un mois ou deux, pour me dire la personne doit avoir 50, 55 ans et vient de passer des batteries de test et diagnostiqué HPI. Et ok, bah, l'homme, il sort avec son papier, ok, super, je suis HPI, et qu'est-ce que j'en fais? Donc, il pose des questions à tout le monde, qu'est-ce que je peux bien faire de ça? Et il m'a appelé pour me dire, voilà, j'ai été diagnostiqué HPI, du coup, j'aimerais bien savoir ce que je peux faire de ces capacités. Ma question a été simple, c'était de lui dire, mais qu'est-ce que vous en avez fait déjà jusqu'à aujourd'hui? Bah, ça, Mhm. ça et ça. Eh bien voilà, voilà ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que d'un seul coup on vous met une étiquette que ça serait un nouveau bonus. Pas moi, vous avez Alors, gagné au loto, qu'est-ce que je peux faire de cet argent? Non, c'était déjà là en soi. alors, Par je crois contre, qu'on a démarré avec ça et en fait, on termine un peu avec ça, avec cette idée d'étiquette où je te rejoins. Moi, c'est toujours la limite d'ailleurs des tests de personnalité, etc. Alors, bon, le test d'être hypersensible peut l'être aussi. Mais en revanche, quand on est quand même hypersensible, ou du moins, voilà, donc on sent bien qu'on
fonctionne pas comme la norme souhaite qu'on Mhm. fonctionne. Mhm. Parce que je suis d'accord avec toi, on est tous différents et on devrait, si c'était un postulat préalable, ben, il n'y aurait pas de souci, sauf que bon, ça l'est pas, on nous demande quand même de rentrer dans des cases. Complètement. Et donc, en fait, au départ, c'est quand même un soulagement de se dire, je suis pas anormal. Et ça, c'est la première. Et la deuxième étape, après, effectivement, alors d'ailleurs, il peut y avoir un peu d'énervement de dire, ouais, bon, ok, mais enfin, de toute façon, ça reste à moi de m'adapter au monde. Mais oui, comme tout un chacun, ça reste à nous de se dire, c'est pas, en fait, savoir qu'on est hypersensible, c'est pas un fait en soi, enfin, c'est pas une fin en soi, c'est un Complètement. début pour se dire, voilà, comment j'utilise ces capacités que j'ai, et au mieux pour moi et pour mon entourage, quoi, en fait, on va dire. Mais d'aller les découvrir, Oui. parce que c'est pas le tout d'être hypersensible, mais hypersensible en quoi? Tu vois, c'est là que le propre fonctionnement. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un point de départ et c'est ce qu'on dit, ça nous permet d'identifier quelque Mhm. chose, de pouvoir le nommer. Et ça, c'est hyper important d'être capable de pouvoir nommer les choses, mais ne doivent pas te dire, ah bah l'hypersensible il fonctionne comme ça, donc bah, je fonctionne comme ça. Non, ça ne marchera pas. C'est voilà les particularités qui permettent Oui. de dire oui, effectivement, j'ai un mode de fonctionnement qui est un petit peu différent et qui m'amène à une autre sensibilité. Mais maintenant, à moi d'aller explorer du coup comment je fonctionne. Et c'est là que ça devient le point de départ d'un travail sur soi, de pouvoir mieux comprendre, d'aller plus explorer, de, euh, de mieux comprendre nos interactions avec nos environnements. Et effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, de faire aussi attention à la gestion de nos ressources physiologiques, c'est-à-dire qu'on aurait tendance à plus s'épuiser. Donc, en plus, par habitude de suradaptation à des environnements qui ne nous correspondent pas. Donc, c'est d'être en vigilance sur tout ça. Mais ça doit être le point de départ d'un travail et d'un voyage vers soi avant toute chose, avec soi avant toute chose, qui est absolument fantastique. Et on en revient à la phrase socratique, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras peut-être l'univers et les dieux. C'est vraiment, enfin, ça fait 2500 ans qu'on nous le dit. Mais avec une appropriation aujourd'hui un petit peu différente, mais c'est le début d'un voyage fantastique. Et une fois qu'on a fait ce voyage-là, on arrive à se réouvrir sur l'extérieur de façon différente, avec moins de tension et donc une meilleure rencontre. Je te remercie, Guillaume. C'est une belle façon d'arriver à la fin de cet entretien, effectivement, de cette interview. Et moi, on se rejoint effectivement là-dessus en disant que, au-delà de la citation que tu as dit, en fait, je parle souvent de hypersensible et rayonnant. C'est-à-dire que c'est juste apprendre effectivement à se connaître, alors avec voilà, nos propres caractéristiques, hein, et puis ben, savoir au mieux les utiliser, aller chercher notre potentiel et aller en faire du mieux qu'on peut selon nos motivations, en fait. Hein. Exactement, exactement. Et c'est un voyage fantastique. Absolument fantastique. Et ça prend une vie, d'ailleurs. Hein. Oui, oui, elle n'est pas de trop. Très bien. Mais écoute, merci beaucoup, Guillaume, pour toutes ces informations, ces précisions. Et puis, ravi d'avoir fait ce point avec toi. Un grand merci à toi, Anne, de ce moment d'échange et un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés d'avoir pu partager tout ça avec vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.